tu as commencé le rugby à l'âge de 7 ans. Et pourquoi le rugby? Parce qu'il y a tout truc sympa, il y a du basket, il y a du patinage artistique, il y a du foot. Pourquoi le rugby, Denis? D'abord parce que le Cahors était une ville de rugby plus que de foot. Moi j'adorais le football, j'aurais dû jouer au foot en fait. Et puis par atavisme, toute ma famille a joué au rugby, mes oncles, mon père, mon grand-père. Il y avait comme une nécessité, un besoin que je fasse du rugby. Ouais, t'avais pas le choix, quoi. Et après, bon, la passion est arrivée très vite. Et en fait, voilà, le virus m'a pris à 6 ans. Tu as dit 7 ans, je crois que à 5 ans même, j'avais un ballon dans les mains. Voilà, ouais, et ça s'est jamais arrêté. Donc après, le premier club fréquenté, c'est Toulouse. Ouais. Donc avec au palmarès 3 titres de champion de France en 85, 86 et 89. Et pour le premier titre, tu t'es quand même permis le culot de planter 3 essais, quoi. C'était quand même un grand moment, ça, non? Oui, c'était collectif, oui. J'ai eu la chance de marquer 3 essais, mais moi, c'était surtout l'avènement d'une génération et le début de ce qui arrive aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors dis-moi, Toulouse, est-ce que selon toi c'est le meilleur club du monde? Bah oui. On est tous d'accord là-dessus. Il y a Toulouse et Toulouse. Sauf ceux qui supportent notre copain Marty, l'UBB, qui l'ont moyennement aimé en fin de saison. Hein. Oui. Donc il y a une très belle équipe. Le Bordeaux a une très belle équipe. Et puis Marty est un mec super aussi. Ouais. Non, mais Toulouse, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis ils ont réussi, si tu veux, à garder les anciens, à travailler ensemble. Il y a une transmission de génération en génération qui est peut-être le succès, qui fait le succès de ce club, quoi. Voilà, il y a je sais pas, il y a une dimension humaine aussi qui est peut-être pas ailleurs. Il y a une magie, quoi. Je précise d'ailleurs que le président Didier Lacroix sera notre invité au premier trimestre 2025. Et c'est vrai, mon cher Denis, qu'il n'y a pas beaucoup de présidents de clubs de top 14 qui ont vraiment joué en rugby. Didier, il a vraiment joué. J'ai joué avec lui. Enfin, on a joué ensemble. Il jouait bien ou il était un peu bourrin quand même parce que... C'était un sacré joueur. On l'embrasse, Denis. Extrêmement courageux, extrêmement, il se sacrifiait pour l'équipe. Il avait un poste assez ingrat de 3e miel. Et puis bon... Il fallait y aller, quoi. Et puis surtout, tu as besoin de joueurs comme ça si tu veux marquer des essais, si tu veux gagner. Donc oui, c'était... Alors ensuite, tu quittes Toulouse et direction donc, le Racing. Donc là, c'était le Racing à l'époque showbiz, Denis. Hein. C'est une petite erreur, mais bon, un aiguillage. Mais j'ai adoré être au Racing, jouer au Racing, mais c'était pas le bon moment, quoi. Le timing n'était pas le bon. Ouais. Mais le Racing, moi, ça me faisait rêver parce que chaque fois qu'ils venaient en province insulter, je voyais ils avaient une résilience redoutable à toute épreuve. C'est-à-dire que non, mais c'est un club qui m'avait fait rêver et j'étais très heureux d'y jouer. Malheureusement, ça correspondait à une période un peu transitoire pour une certaine génération. Du coup, on n'a pas gagné de titre. Oui. Et j'ai joué tu t'es éclaté, 6 ans. Ouais, je me suis éclaté. J'ai aidé les jeunes qui arrivaient. Donc c'est une expérience quand même qui était enrichissante. Et alors, comment t'expliques qu'aujourd'hui le Racing, malgré les sous de Lorenzetti, le talent de Laurent, de Lolo Travers, ils n'y arrivent pas? En tout cas, ils n'arrivent pas au niveau auquel on les attend. Je pense que le rugby est devenu très, très complexe à diriger, même pour les plus grands entrepreneurs, les plus grands dirigeants. On le voit dans tous les clubs, que ce soit moi d'Altrad à Montpellier, que ce soit Jackie Lorenzetti ou le maître à Toulon. Donc c'est pas l'argent qui fait tout. Et d'ailleurs, Toulouse en est le plus bel exemple. Et heureusement, peut-être aussi. Ils ont une économie que personne n'a, que La Rochelle, là aussi, cette économie-là, ils s'en sortent admirablement bien. Mais pour ça, il faut des grands joueurs, il faut des résultats, il faut gagner. C'est très compliqué. Et puis, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin de la saison. À la fin, quoi. Alors après, tu es parti, tu as fini ta saison, ta carrière en tout cas de joueur au Stade Français, qui était en 2e division à l'époque. Quel regard tu portes sur l'œuvre, on va dire l'œuvre de Max Guazzini? Là, j'aimais le rose, si tu veux. Je suis parti au Stade Français parce que j'aimais la couleur rose. Ouais. J'avais besoin de jouer avec un maillot rose. Non, mais sérieusement... non, mais il paraît que Max me disait que le premier, quand ils ont entraîné, ou Thomas Lombard, quand ils ont entraîné le maillot rose, c'était à Perpignan, à l'USAP, qui, comme on le sait, est une terre très ouverte à beaucoup de choses. Hein. Oui. Ouais. Je suis catalan, j'ai le droit de le dire. Non, mais Max a révolutionné le rugby au niveau médiatique, au niveau des spectateurs. Il a fait rentrer les familles dans les stades, il a fait venir 80 000 personnes au Stade de France pour un match amical. Enfin, un match de championnat, mais quand je dis amical, c'était pas un grand match de rugby. Il y avait 80 000 personnes. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a quand même donné l'élan du rugby, dont le rugby est devenu aujourd'hui. Voilà, c'est extraordinaire. Denis, 23 sélections en équipe nationale. La première, c'était contre le Pays de Galles. T'avais été bon ou pas bon? Très bon. Non, j'étais non, mais très bon. Non, mais on avait gagné, c'était important. Et c'était assez intimidant quand même, parce que mon premier match, c'est à l'Ams Park de Cardiff. Ouais.
le vieil Hansa Park. Donc aujourd'hui, on l'appelle le Millennium, mais c'était des tribunes vétustes qui montaient très haut comme ça. Et quand tu rentrais, moi je me souviens dans le vestiaire, mon premier match, il y avait une grosse horloge dans le vestiaire, puis le vestiaire était tout petit. Puis je voyais l'horloge comme ça défiler. Je savais qu'à 14h, parce que le match commençait à 14h, et en France c'était 15h, je savais qu'à 14h, moins 5, on rentrait sur le terrain. Et j'ai pensé à tous ceux que j'avais admirés dans ma carrière. J'ai dit, là j'y suis. Ouais. C'est pas que je vais aller les rejoindre, mais j'avais ce sentiment-là de partager quelque chose avec eux. Puis je rentre sur le terrain, et puis l'hymne gallois, ça a été un truc de fou. Un grand moment, quoi. Land of My Father, c'était... Ouais, cette année-là, tu as battu les All Blacks à Nantes, hein. C'est aussi un grand moment, en ça. En 86, oui. Ouais. On les bat, et puis on perd 8 mois après avec la même équipe, pratiquement les deux mêmes équipes en finale de la Coupe du Monde, en 87, première finale de la Coupe du Monde, où on perd contre ces mêmes joueurs qu'on avait gagné 6 mois avant. Et arrivé à la fin d'une Coupe du Monde qui était très dure, très longue, très harassante. Il y avait une super équipe, hein, donc il y avait toi, bien sûr, il y avait Berbizier, il y avait Pascal Andars. Blanco, Sella, Garué. Oui, il y avait une très belle équipe. Ouais. Eric Champ. Et à ton avis, est-ce qu'on va la gagner un jour, cette Coupe du Monde? Parce que là, c'était 87, là, nous sommes en 2024. On a loupé notre Coupe du Monde, on n'a pas été champion du monde. On a été volé, là, c'est pas pareil. Ouais, mais... Ben si, il faut dire les choses. Moi, j'aimerais bien, mais non, mais il faut pas avoir peur de le dire. On a été volé. On a un arbitre qui nous a volé. Alors peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Il était de quelle nationalité, cet arbitre, d'ailleurs? Néo-zélandais, non? Non, mais peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Après, les arbitres, je n'incrimine pas les arbitres gratuitement. Après, c'est vrai que ce qui me paraît très étrange sur cette action, c'est qu'il dit qu'il l'a passé derrière, sans vouloir revoir l'action. C'est ça qui me rend fou, moi, parce que... qu'il ait raison sur le coup, mais que personne ne lui dise à l'oreillette, tu lui dis mais va revoir l'action parce que peut-être que tu te trompes. Après, attention, on gagnait les quarts de finale, il fallait battre les Anglais sous la pluie, t'aurais pas être gagné, puis après il fallait prendre les Blacks pour une revanche en finale. Ouais. C'était pas gagné, mais je pense que tout était réuni pour que cette Coupe du Monde, on la gagne. On la gagne, quoi. Et donc tu me poses la question de savoir si on va la gagner. Je pense qu'on va la gagner en 2027. Ah, en 2000, oui. Ouais. La prochaine, elle est pour nous. Je pense qu'on va faire de vrais exploits là-bas, parce que ça sera de vrais exploits. Mais la génération de l'équipe de France qu'il y a aujourd'hui, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, de toute génération confondue, une équipe avec autant de talent, autant de talent pur, autant de... On a le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur français de tous les temps, qui s'appelle Antoine Dupont, que vous connaissez tous. Voilà, donc... Ouais. On a tout pour la gagner, après, une Coupe du Monde, pour en avoir joué une, il faut un peu de chance. Ouais. Il faut les Sudaf, un point. Quoi. Oui, mais enfin, ils la provoquent, la chance aussi, donc ils sont allés la chercher. Bon, ils la gagnent. Mais j'espère qu'un jour, on aura cette petite chance qui fera que la pièce va tourner de l'autre côté et qu'on va gagner. Ouais. Alors, tu as joué avec les Barbarians aussi. Tu as encadré les Barbarians. Ça te tient à cœur, hein? Oui, depuis 15 ans, oui. Bon, ça, c'est... Les Barbarians français, ça a été créé par Jean-Pierre Rive il y a 40 ans. C'est sur le modèle des Barbarians britanniques, qui eux datent de 89. Et j'ai eu la chance de jouer le centenaire à Twickenham des Barbarians britanniques en 1989. C'était le centenaire, dans un stade plein, c'était extraordinaire. Et c'est une philosophie, c'est une philosophie de vie, c'est une attitude de joueur, c'est tout un symbole. C'est tout ce qui me rattache à ces valeurs que j'ai connues enfant et qui m'ont fait grandir, qui m'ont construit. Et voilà, je transmets à ma façon. Ouais. Voilà, je donne mon temps à ma façon et c'est très agréable parce que c'est magique aussi. Denis, donc, tu as un bouquin que tu as publié quand tu as arrêté de jouer, qui est toujours d'actualité, qui s'appelle La dernière passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est un type comme toi, qui est connu, tu es une star, tu es un beau mec, tu joues bien, toutes les femmes t'adorent, oui, et tout d'un coup, pof, on ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est ce qu'on vit tous, quoi. Je veux dire, dans différents domaines. Il y a des gens qui partent à la retraite et qui ont du mal à s'en remettre. Il y a des gens qui dirigent des grandes entreprises. Et je crois qu'ici, il y en a beaucoup de personnes qui dirigent des grandes entreprises. Le jour où ça s'arrête, il faut se reconstruire, il faut se réincarner. Moi, je parle de réincarnation parce que nous, on nous a appris qu'une seule chose, c'est de jouer au rugby. Et quand ça s'arrête, il n'y a plus le terrain, il n'y a plus les amis, plus personne t'appelle. T'es seul au monde, en fait. Mais ça, tu peux pas le prévoir, tu le vis dans l'instant, quoi. Au moment où ça se passe. C'est ça qui est un peu dramatique, mais je dis que c'est une tragédie grecque, mais en même temps, c'est la vie, quoi. Là, après, c'est une épreuve de vie qu'il faut relever.
Ça a été très dur les premières années, puis je me suis battu. J'ai pas peur de dire que j'ai suivi une thérapie, ce qui m'a un peu sauvé, pas la vie parce que je n'étais pas au point de me suicider, mais il y a des camarades qui se sont suicidés, donc il faut pas se cacher, c'est pas un tabou aujourd'hui, c'est extrêmement dur, ça sera encore plus dur. Je crois qu'il n'y a pas d'accompagnement aujourd'hui malheureusement, mais je crois que malheureusement les politiques n'ont pas cette conscience-là ou n'ont pas le temps de s'en occuper ou d'accompagner celui avec qui ils font la photo, de l'accompagner après, et puis d'essayer de comprendre un peu la trajectoire qu'il va suivre après sa carrière. Mais moi, on parle de moi, mais dans le football, un jour, j'avais rencontré Michel Platini, qui est un ami, et il me disait, Michel, il me disait, mais Denis, dans le football, c'est 95% de déchets. Il n'a pas peur de me le dire. Donc, on parle du rugby, le football, c'est la même chose. Mais que font les ministres des Sports? Non, mais ceux qui font les Olympiques, ceux qui gagnent les Jeux Olympiques, soit au judo, alors à part Teddy Riner, mais c'est encore, il ne faut pas évoquer ces gens-là parce que c'est des... Oui, la médaille d'or, c'est quoi? C'est 50 000 €, 60 000 €? Oui, mais en plus, vous savez, c'est pas comme au jeu où vous gagnez au loto, où c'est défiscalisé. Là, on vous prend de l'argent. C'est pas beaucoup et on en prend une partie. Ce qui est une honte. Mais bon, ça, c'est comme ça. Bon, alors en parlant de honte, il y a une polémique. Alors ça, c'est beaucoup plus sérieux comme sujet. Donc avec le gamin là, qui s'est fait agresser pendant un match de rugby, les parents ont porté plainte. C'est dramatique parce qu'il est tétraplégique. Quelle est ta façon de voir les choses? Parce que ça se passe sur un terrain de rugby, voilà, et ça finit devant les tribunaux. Écoute, c'est devant les tribunaux aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, oui. Écoute, en me levant ce matin très tôt, je suis tombé sur l'équipe, sur le journal de l'équipe où il y avait 2 pages sur ce gamin et j'en suis encore tout retourné parce que c'est la finalité qui est catastrophique, quoi. Après, parce que ça s'est passé pendant le match, Denis. Hein. Alors un match qui est un match de l'UNSS, c'est le scolaire, c'est tout ce qui est scolaire. En plus, il n'a pas la licence FFR, donc il ne peut pas bénéficier des 4,5 millions d'euros qu'il aurait eu normalement avec une licence FFR. Donc tout ça, et maintenant, ils ont pas assez d'argent. Enfin, il y a une cagnotte qui a été instaurée. Mais pour parler de l'accident, parce que moi, c'est un accident. C'est un accident. Alors lui, il revendique le fait que ce soit une agression, parce qu'effectivement, le geste n'a pas été contrôlé. Il a été plaqué en hauteur, c'est ça? Oui, mais il a été accompagné, il a été pris en retardement. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais il n'avait plus le ballon. L'action était finie. Donc normalement, ce gamin, il devrait être en vie, quoi. Enfin, il est en vie, mais il ne devrait pas être dans cet état-là. Malheureusement, celui qui est allé le plaquer, qui a continué à le plaquer pour sûrement montrer qu'il était au niveau. Sûrement. Le problème, c'est un sport de combat encore. Ouais. Le problème, c'est que c'est un sport où on est là pour montrer qu'on est le plus fort quand même, de plus en plus. Et que ce soit à tous les niveaux. Il n'y a pas de petit niveau. La dangerosité, elle est à tous les niveaux, le problème. Même, moi, je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas plus de graves accidents au plus haut niveau. Et il y en a des accidents, mais des graves, je m'entends. Mais là c'est compliqué. Mais je comprends quand même la démarche du gamin. Je la comprends. Mais c'est vrai que pour le rugby, c'est comment dire. Il y a peut-être un tournant là aussi. Oui, exactement, c'est un tournant parce que si jamais il est condamné, c'est, comment on appelle ça, une jurisprudence. Parce que ça n'a pas existé comme ça avant, quoi, sur un plaquage. Allez, on change de sujet un peu plus léger. Les troisième mi-temps en rugby. Certaines veulent les interdire parce que ça attire toutes les femmes argentines. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est bien, il va m'envoyer en Argentine, là. On était obligé d'en parler. Ton cheval. Non, mais les troisième mi-temps en général. Alors, limitons-nous. C'est parce que c'est quand même une tradition. Non, mais c'est nécessaire, mais il y a tellement de testostérone chez nous que le problème, c'est qu'il y a 2 mi-temps qui sont très pas violentes, mais presque, et où on donne beaucoup de sa personne, on donne beaucoup d'énergie, de force. Et on sort de là, on a envie qu'une chose, c'est de boire un coup avec son camarade ou de partager quelque chose avec son camarade de terrain. Et souvent, c'est avec l'adversaire aussi, souvent. Souvent, vous avez envie aussi de lui parler, d'échanger. Ou perdu, quoi. Donc ça, c'est la culture, c'est dans notre ADN, c'est quelque chose qui est sacré. Et après, le problème des dérives, parce qu'on va parler des dérives, parce que c'est ce que tu veux amener sur ce terrain-là. Les dérives, tu ne peux pas contrôler les 20% de brebis galeuses.
problème, c'est que c'est un contrôle. Quand je parlais de contrôle tout à l'heure, il y a un contrôle sur le terrain, se contrôler sur le terrain, ce self-control, et puis en soirée. Moi j'ai fait 12 tournées manager des Baroignons français. Donc on part à 40, 45. Que des mecs. Ben oui, que des mecs, oui. Et moi, la première chose que je leur dis, le premier discours que je leur dis, je dis, vous êtes des hommes libres, mais la liberté, ça a un prix. Et qui dit libre dit être responsable. Vous êtes avant tout responsable. Et moi, je leur disais toujours, vous pouvez sortir jusqu'à 4h du matin, 5h du matin et tout. Mais je ne veux pas, quand vous rentrez le lendemain matin, je me réveille, qu'il soit passé quelque chose, mais comme c'est passé en Argentine. Absolument. Donc, si tu veux, c'est tellement difficile de partir 3 semaines au bout du monde et d'avoir 40 personnes comme ça à s'occuper. Tu ne peux pas tous les surveiller, c'est pas possible. Alors, tu t'éclates sur RMC, là parce que tu as quand même... Oui, je m'éclate à le Moscato Show tous les jours, avec Vincent, qui est un showman, qui nous fait rire, qui me fait rire, on se fait rire. On est payé à dire des conneries, donc ça c'est assez rare. Parfois on sort de l'émission, on dit il faut pas dire qu'on est payé, parce qu'on a un peu honte, on rit autant que celui qui nous écoute. Et Denis, et le cinéma? T'as essayé au cinéma comme acteur, comme réal? Non, acteur, non, j'ai essayé, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Mais j'ai toujours adoré le cinéma, oui. J'ai fini le scénario de l'adaptation du bouquin que j'ai écrit, donc la dernière passe. Et on essaye d'aller plus loin, on va voir. Donc, on n'en parle pas pour l'instant. Tu as toujours envie. Ouais, et pour terminer, côté vin et gastronomie, tes meilleurs souvenirs? Parce que moi, je suis né à Cahors. Donc t'inquiète pas, je le sens, le truc derrière. T'inquiète pas. Non, et puis moi, je suis né à Cahors, donc tu me parles de vin. Tu vas me dire que c'est pas... Non, c'est pas vrai. Le Malbec est excellent. C'est un vin aussi... Tu connais le château La Grisette? Absolument. Le pigeonnier. Alain Dominique Perrin, l'ancien président de quartier. Très bon. Il avait tout compris pour vendre son vin. Il obligeait tous les collaborateurs de quartier à acheter 12 bouteilles chaque année. Toi, ça s'appelle... c'est une façon de vendre son vin. Non, je plaisante. Non, j'adore le vin. J'adore le vin. Je suis pas un grand connaisseur. Mon frère est un très grand connaisseur, mais je m'y intéresse. Aujourd'hui, je suis plus Bourgogne que Bordeaux. Ouais. Bon, on l'applaudit, Denis. Longue vie à tes films, à tout. Là.